Cette exploration du concept de disponibilité du vide plein crée un pont assez fascinant entre la philosophie ancienne et notre compréhension actuelle de la neurobiologie. C'est un véritable changement de paradigme dans la façon dont on perçoit et dont on utilise la présence humaine en clinique. On va décortiquer ensemble des mécanismes très précis qui permettent de cultiver cet état particulier, un état qui favorise grandement la régulation du système nerveux. Pour garder une structure fluide, notre parcours passera par 6 grandes étapes. On commencera par le paradoxe du vide, puis la sagesse chinoise et l'espace actif, la neurobiologie de la sécurité, le réseau du mode par défaut, la posture spécifique du vide plein, et enfin son intégration au quotidien. Première étape, le paradoxe du vide. Il est essentiel de se pencher d'abord sur une croyance culturelle très tenace concernant nos sensations internes et la façon dont notre société les perçoit habituellement. Dans la culture occidentale, on oppose presque systématiquement le vide au plein. Le vide est souvent vu de manière spontanée comme un manque, une absence, voire une souffrance qu'il faudrait combler à tout prix. C'est un état de retrait que l'on pourrait qualifier de vide lourd. D'un autre côté, le plein est perçu comme l'abondance, la satisfaction, cet état de bonheur que l'on recherche tous activement. Cette vision binaire dicte largement nos réactions face au silence ou au simple fait de ne rien faire. Mais quand on observe la réalité clinique, une troisième dimension du ressenti intérieur se dessine. C'est ce qu'on appelle le vide plein. Cet état se caractérise par une présence et une disponibilité totale, mais sans ressentir la moindre compulsion à remplir l'espace par des mots ou des actions. C'est une texture de ressenti qui se distingue nettement de l'effondrement ou de la simple expansion joyeuse. Deuxième étape, la sagesse chinoise et l'espace actif. La base conceptuelle de cette troisième dimension s'appuie en fait sur des principes qui ont été établis il y a des siècles par la pensée traditionnelle chinoise. Le philosophe François Cheng expliquait d'ailleurs que dans la tradition philosophique et picturale, le vide n'est absolument pas une absence ou un néant. Il le définit comme un espace actif de potentialité. Ce qui est central ici, c'est que ce vide est le lieu privilégié où se déroulent les transformations. Sans cet espace ouvert, la circulation du souffle vital est bloquée. Et sans cette fluidité, aucune transformation réelle ne peut s'opérer. C'est une idée qui illustre parfaitement le principe taoïste du Wu Wei, tel qu'il a été pensé par Lao Tzu. Dans cette logique, la dominantine n'a rien de passif. Elle est au contraire réceptive et accueillante. Le Wu Wei, c'est l'action qui s'accorde au mouvement naturel des choses, une manière d'agir sans jamais forcer. Le praticien ne disparaît pas, il crée simplement l'espace nécessaire pour que l'autre puisse émerger, en laissant la transformation s'accomplir de façon organique. Pour bien se représenter cet état, on peut utiliser la métaphore de la pièce claire. On ne parle pas d'une pièce abandonnée ou poussiéreuse, ni d'une pièce tellement remplie qu'on ne peut plus y bouger. C'est une pièce claire, bien aérée, où l'on peut rentrer facilement, s'asseoir et prendre le temps de respirer. La présence que l'on offre dans ce cadre ne vient pas saturer l'espace. Elle le rend disponible de manière inconditionnelle. Troisième point, la neurobiologie de la sécurité. Ce qui est fascinant, c'est que ce cadre philosophique très ancien trouve aujourd'hui une validation directe quand on étudie de près les mécanismes neurophysiologiques mesurables. Les travaux de Geller et Porges montrent clairement que notre simple présence émet des signaux de sécurité subconscients, que ce soit à travers une voix bien modulée ou un visage expressif. Par ce fameux processus de neuroception, le système nerveux de la personne en face va capter ces signaux en dessous du seuil de la conscience. C'est cela qui active le système d'engagement social et qui vient élargir la fenêtre de tolérance face au stress. Quatrième étape de notre analyse, le réseau du mode par défaut. Pour bien comprendre ce qui rend cette disponibilité interne possible, on doit se tourner vers l'activité de certains réseaux neuronaux spécifiques. Le réseau du mode par défaut, souvent abrégé DMN, regroupe des régions cérébrales qui s'activent lorsqu'on n'est pas engagé dans une tâche cognitive précise. C'est le réseau qui est directement lié au vagabondage mental, aux pensées qui tournent autour de soi et à l'anticipation anxieuse. En clinique, on constate souvent qu'une hyperactivité de ce réseau nourrit de façon significative la rumination et la détresse psychologique. Et les données en neurosciences nous indiquent que des pratiques de présence régulière, comme la méditation par exemple, vont modifier la structure d'activation du cerveau de façon durable. On remarque une désactivation relative des nœuds de ce réseau du mode par défaut. C'est un état de présence sereine qui vient peu à peu remplacer la rumination et qui devient le nouveau mode d'activation naturel du cerveau, même pendant les moments de repos. L'état de vide plein se présente alors comme une synthèse à la fois conceptuelle et très concrète. Il marie l'action sans forcer du Wu Wei avec l'engagement vagal qui garantit la sécurité relationnelle tout en bénéficiant d'un réseau du mode par défaut apaisé pour limiter les ruminations. Le résultat, c'est une attention soutenue, complètement libérée du besoin de contrôler la situation ou de chercher une solution immédiate. Cinquième point, la posture du vide plein. Mettre en œuvre cet état neurobiologique dans un cadre clinique demande d'adopter une posture bien spécifique et profondément intentionnelle. Si l'on prend comme repère le modèle de la harpe polyvagale, cette posture de disponibilité vient se placer à la position -1.
Il faut bien comprendre que ce n'est pas un état d'effondrement ou de disparition qui se situerait à des niveaux inférieurs. Cette position -1 décrit au contraire une disponibilité pleine et entière, l'état d'un praticien présent, attentif, qui ne nourrit aucune intention préconçue sur la façon dont l'échange doit se dérouler. Maintenir cette qualité de présence repose sur une gestion du temps assez précise. Juste avant une rencontre, la pratique d'une respiration lente aide à se rappeler qu'il n'est pas nécessaire de remplir l'espace à venir. Pendant l'échange, le véritable défi consiste à tolérer le silence et à observer cette envie subite d'agir mais sans y céder. Et après la séance, il est toujours recommandé de se ménager un espace de transition pour ne pas enchaîner les tâches mécaniquement. Utiliser une matrice d'auto-évaluation aide à identifier et à ajuster certaines erreurs très courantes. Par exemple, on confond souvent cet état avec de la passivité, alors qu'il s'agit bel et bien d'une présence active. Une autre confusion fréquente est la dissociation, qu'on peut corriger en gardant un contact visuel doux et ancré. Vouloir forcer cet état de vide plein est aussi un piège qui génère de la tension. L'approche la plus juste consiste simplement à tolérer consciemment quelques secondes de silence supplémentaire. 6e et dernière étape, l'intégration au quotidien. Le but ultime de toute cette approche, c'est bien sûr d'arriver à transposer cette capacité de régulation en dehors du simple cadre clinique. Avec le temps, cette intégration permet de mobiliser cet état de disponibilité même face aux situations stressantes de tous les jours. Cela donne la capacité d'attendre l'émergence d'une réponse appropriée sans jamais agir dans la précipitation. Il semble pertinent de conclure cette réflexion sur une question ouverte. La clé de nombreuses résolutions ne réside-t-elle pas simplement dans cette capacité silencieuse à maintenir un espace sécurisant, un espace qui permet aux choses de se révéler par elles-mêmes? Ce contenu vous est proposé par Dr Sandrine de Montsabert dans la formation à la méthode Integria, Parle pour être.